23 octobre, ça fait 11 mois que vous avez annoncé votre départ, mais là, on y est. Là, la fin est en vue. Oui, c'est Comment vrai. vous sentez? Bien, bien. Ça, je dois le dire, là, je me sens tout d'abord très en forme. J'ai à la fois hâte à la suite des choses, puis en même temps, bien là, on est en train de fermer les derniers dossiers. Là. Okay. Pas plus tard qu'hier, je faisais une grande annonce à Namur Hippodrome. Donc, il y a encore des annonces, des choses qu'on... Jusqu'à la dernière minute... Mais vous, là, comment vous... Vous regrettez à un moment donné? Non. Oh non. Moi, je suis une personne que quand je prends une décision, j'avance. Okay. Vraiment. Fait que non, je ne le regrette pas. Il y a eu des hauts et des bas où on a des deuils à faire parce que moi, je l'aime, mon travail. Là, je l'ai toujours dit. Okay. Ça a été dur? Ça a été plus dur que vous pensiez, ce deuil-là? Non, je me doutais qu'il y aurait des hauts et des bas. Okay. Mais ceci étant dit, je regrette pas ma décision, puis je regarde, j'ai hâte à la suite. Parce que l'heure est au bilan dans tous les sens d'expression. Oui, c'est ça. Quand vous y pensez, qu'est-ce qui vous rend peut-être la plus fière, disons, de vos 8 ans à l'Hôtel de Ville? Oui, bien, pour moi, je pense que c'est vraiment d'avoir pris des décisions qui allaient, transformer la ville, mais pour le futur. Je pense entre autres à tout ce qui touche le verdissement. On a doublé le nombre d'espaces verts. Puis pour moi, du vert dans une ville, soit par des parcs ou des parcs éponges ou des saillies fleuries, c'est bon pour la santé mentale, c'est bon pour le corps, c'est bon pour les Montréalais. Donc, moi, c'est de préparer vraiment une ville pour le futur qui me rend fière. Puis j'espère que les gens vont se rappeler de moi comme une mairesse qui a dit j'ai dit ce que j'allais faire, puis j'ai fait ce que j'ai dit, puis qui a fait preuve de courage. Ah oui. Vous êtes sûr de... Non, je vous pose la question. Oui, vous êtes persuadé de ça? Dites-moi, à contrario, là, s'il y a une chose, parce que je suis convaincu que vous connaissez un peu, vous réfléchissez, vous avez vous aussi fait votre bilan. Est-ce qu'il y a une chose que vous referiez différemment? Y a-t-il quelque chose que vous regrettez, au fond? Bien, définitivement, je pense que j'ai monté les attentes extrêmement haut concernant la mobilité. J'espérais vraiment, quand je suis arrivée il y a 8 ans, pouvoir offrir plus d'options de transport collectif. Mais en même temps, je me préparais pour notre entretien, puis je me disais, hey, la ville, il y a 8 ans, c'était tellement différent aussi. Vous rappelez-vous, il y a 8 ans, on parlait de la classe sardine dans le métro. Ça, c'était avant la pandémie aussi. Donc, il y avait vraiment... On était sur une lancée, mais ça n'a pas été comme prévu. Mais la mobilité, vous êtes sûr que ça va mieux aujourd'hui? On pense à Montréal. Ah, mais c'est pas ça que j'ai dit. Vous me disiez sur quoi j'étais déçue. Je disais que j'aurais aimé ça qu'il y ait plus d'options de transport collectif. La ligne rose, c'était quelque chose qui... Et la circulation à Montréal? Elle est difficile, la circulation à Montréal. Je vous le confirme. Avec le nombre de chantiers qu'on a, c'est impressionnant. En même temps, quand je vous disais tout à l'heure que moi, je considère que je prépare la ville pour demain, je veux dire, j'ai décidé comme mairesse que j'allais pas pelleter le problème par en avant. Il faut faire la tuyauterie. On n'a pas le choix. Le geyser qu'on a vécu juste près d'ici, c'est inacceptable. Donc, est-ce qu'on est en mode rattrapage? Oui, ça fait de la congestion, mais au final, je pense que les Montréalais vont être dans 10 ans, ils vont se dire, hey, tant mieux qu'on les a fait, ces rénovations-là nécessaires. Il y a 8 ans, vous avez été élu, vous avez battu de Nicodère. Moi, je n'oublierai jamais, enfin, 2 choses. Là. L'homme de la situation. Oui. L'homme de la situation. Ça a marqué, ça. Ça a changé. Mais dites-moi, il y a un paradoxe là-dedans. Vous êtes une féministe. Oui. Puis vous avez approuvé ça, évidemment. Oui, mais absolument. Référé au genre masculin, l'homme de la situation, on comprend que c'était osé, ça a marché aussi. Absolument. Vous n'avez pas hésité à un moment donné à cause de ça? Non. En fait, moi, je trouvais ça irrévérencieux. J'adore ce genre d'humour-là, de dire, justement, je suis une femme, puis parce qu'on a tendance encore il y a encore des doubles standards. Souvent, on va juger les femmes différemment et tout ça. Ça me faisait rire de dire, moi, je vais prendre un slogan, l'homme, la situation, puis je vais me l'approprier. Vous avez brassé le marché, hein? Oui, okay. Exactement. Bon, donc l'homme de la situation, la mobilité aussi. Moi, je regarde l'état de situation aujourd'hui à Montréal. Bon, il y a la réalité, mais il y a la perception. Oui. Et il y a des choses qu'on peut vérifier. Mais vous admettez que ça n'a pas de sens, ça. Tu sais, la mobilité ne va pas mieux que ça allait. Il y a eu l'escouade, mais tu sais, je repense, je vais référer, il y a 2 semaines, Yves Poirier, mon collègue que j'admire. Il a fallu l'intervention de Yves pour faire enlever 2 chantiers fantômes. Il ne se passait rien. Dans les abords d'un pont majeur qui est fondamental pour la circulation.
On est encore là en 2025 à Montréal. Ça n'a pas de sens. Bien, écoutez, donc le nombre de chantiers qui est très, très important. Comme je disais, on est en mode rattrapage. Après ça, l'escouade mobilité, la charte des chantiers. Il y a plein de choses que l'on fait puis qui, selon moi, fonctionnent. Puis je suis pas en train de dire tant mieux que M. Poirier, d'ailleurs, quand je lui ai parlé, je lui ai dit merci de l'avoir mis de l'avant. Je vais être bien honnête avec vous, ça m'arrive moi-même, dans ma voiture de fonction, des fois, j'arrête sur un chantier puis je leur dis... mais ce que je veux dire, c'est que on peut pas, comment je dirais, moi, je pense que s'il n'y avait pas l'escouade mobilité puis les efforts qu'on avait faits, on serait dans une situation qui est encore pire. Vous pensez? Oui, absolument. Parce que moi, je les suis. Souvent, je fais des escouades un peu en camouflage. Là, je suis l'escouade mobilité et je le vois, le nombre d'interventions qui sont faites. Mais il faut aussi responsabiliser l'ensemble des propriétaires de chantier parce que les gens, je le répète, le savent pas ou l'oublient, mais à Montréal, 25 des chantiers, c'est la ville. Le reste, c'est la Commission des services électriques, Hydro-Québec, Énergie, de l'habitation qui se construit. Alors, c'est énorme. Par contre, on a la responsabilité de superviser. Et honnêtement, il y a eu des années, vous savez, qu'on a enlevé le nombre de chantiers pendant la pandémie. On a diminué le nombre de chantiers. C'était une demande que les gens nous faisaient. Mais c'est sûr que ça a un impact sur le calendrier. Vous admettez que c'est un chantier inachevé, la mobilité. Mais écoutez, ça ne sera pas achevé avant au moins, moi, je dirais 5 à 10 ans facilement. Parce que, encore une fois, les administrations précédentes, pas juste celle Et la prochaine n'aura pas le choix, c'est ce que vous dites? Bien, elle n'aura pas le choix. C'est d'essayer de ne plus faire de chantier pour réparer les infrastructures souterraines. Il va y avoir des geysers. Et à chaque fois qu'on fait une réparation d'urgence, ça coûte 10 fois plus cher pour les Montréalais. Et je veux quand même vous mentionner que pendant en 8 ans, on a baissé de moitié le nombre de chantiers d'urgence. Donc, ça coûte moins cher. C'est un bon geste de responsable, même pour les contribuables, d'agir comme ça. Quand je vous posais tout à l'heure la question de qu'est-ce qui vous rend fier dans votre bilan, je m'attendais à ce que vous me parliez des pistes cyclables, du développement des pistes cyclables à Montréal. Parce que quand on regarde la situation, vous êtes consciente de ça. Valérie Plante, c'est soit la mairesse des pistes cyclables, en l'esprit de certaines gens, ou la mairesse des cônes oranges. Vous savez ça, parce que c'est l'image qui vous colle. Bien, probablement. Après ça, moi, quand j'arrive avec des citoyens, j'entends mairesse d'autres choses aussi. Celle de la sécurité, celle qui pense aux piétons, celle qui pense aux Montréalais qui vivent la ville, qui a font battre cette ville-là. Alors, au final, tu sais, quand vous parlez je pense que vous parlez des pistes cyclables, des pistes cyclables et des cônes oranges, comme l'ange et le petit démon, là, tu sais, Bien, je pense que les pistes cyclables, ça marque l'imaginaire, mais en même temps, tu sais, les chantiers qui ont lieu en ce moment, c'est pas à cause des pistes cyclables. Il faut le savoir. Puis, dernier élément, sur 10 000 km de rue, 1 ont des pistes cyclables. Fait qu'il faut aussi le mettre en perspective. Mais moi, je vais pas m'excuser d'avoir mis la sécurité des cyclistes, des piétons à l'avant, là. Pour moi, c'est pas normal qu'on les mette de côté. Je veux dire, on a un enfant de 11 ans qui est mort sur la route l'année dernière, une femme de 31 ans il y a une semaine. Je veux dire, c'est des gens qui vont travailler, c'est des enfants qui vont à l'école, c'est des citoyens à part entière. Ils ont le droit d'être en sécurité, eux aussi. Mais en même temps, la mobilité, oui, le vélo, mais Montréal, février, moins 20, c'est pas exactement un moyen de transport qui est utilisé par plusieurs. Mais M. Larocque, comme je disais, il faut le mettre en perspective. Il y a 1000 km de pistes cyclables pour 10 000 km de rue. Alors, ceux qui voudraient dire qu'à Montréal, il y a des pistes cyclables partout, tout ça, on est loin du compte. Vous comprenez ce que je veux dire? Par contre, je comprends la perception. Et souvent, elle peut aussi se jumeler à des chantiers d'aqueduc. Peut-être qu'il y a des gens qui disent elle fait une piste cyclable. Ben non, je répare des tuyaux pour pas qu'ils explosent puis pour pas que les gens soient inondés. mais je comprends la perception. Et je peux comprendre que en 8 ans de mandat, on est allé fort sur, entre autres, la sécurisation via des pistes cyclables ou autour des écoles. Puis c'est vrai que ça a un impact sur les automobilistes. Je ne veux pas le minimiser. Mais il aurait fallu aller plus fort sur la mobilité pour les autres moyens de locomotion. Bien, c'est sûr que c'est ce qu'on souhaitait, mais contrairement aux rues sur lesquelles une ville a les pleins pouvoirs, le transport collectif dépend évidemment du provincial et du fédéral pour des raisons évidentes. Donc, mais n'oublions pas que là, la ligne bleue, à l'avance, c'est la première fois depuis 25 ans qu'il y a des stations qui sont... Et elle va être livrée bientôt. C'est la mairesse de Montréal avec le gouvernement de la CAQ qui l'ont fait, là. Vous le gouvernement de la CAQ, vous ouvrez la porte pour le prochain sujet que je vais aborder avec vous. Parlez-moi franchement de vos relations avec le gouvernement Legault. Je pense que c'est un secret de polichinelle, le courant passe difficilement.
Honnêtement, je pense que Honnêtement, là, honnêtement. Non, mais honnêtement, c'est qu'une ville comme Montréal, on vit des enjeux de société qui débordent de s'occuper de la neige, s'occuper des poubelles. Donc, nécessairement, on doit être en collaboration étroite avec un gouvernement parce que l'itinérance, la santé mentale, bien que j'ai pas de médecin et d'infirmière, ça se passe dans les rues de Montréal beaucoup. Alors, est-ce que les conversations sont importantes? Oui, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, puis je tiens à le réitérer, là, on vient de le dire, la ligne bleue, c'est avec le gouvernement et moi. 250 millions pour ajouter des policiers à Montréal. C'est la seule ville au Québec qu'on a réussi que je suis allée chercher. Donc, c'est pas si mal que ça, ben non, avec le gouvernement Legault. Au contraire, après ça, il y a des objectifs du gouvernement que... En fait, je voudrais surtout dire, moi, je considère que c'est ma job. Les Montréalais m'ont élu pour que je les représente auprès des gouvernements supérieurs. Alors, évidemment, parfois, je passe des messages qui sont importants. Vous les brossez un peu, vous les brossez un peu. C'est important parce que Montréal, c'est la métropole économique. Et encore une fois, la crise du logement, vous donnez un exemple. Moi, j'en parle depuis 2017. Oui, le gouvernement aura attendu que ça se passe dans les régions, peut-être pour se l'approprier. Vaut mieux tard que jamais. Mais moi, je vais toujours défendre les intérêts des Montréalais. Puis c'est ça, la job d'une mairesse. C'est ça. L'année qui vient sera politiquement assez intéressante. Bon, là, il y aura la citoyenne Plante à compter du 3 novembre, c'est une chose. Mais bon, le gouvernement Legault, c'est clair, va aller de l'avant pour renforcer la loi 21 sur la laïcité. Les prières de rue. Le gouvernement va interdire les prières de rue. Madame Plante, je veux vous entendre là-dessus. Oui ou non? Êtes-vous, oui ou non, d'accord avec cette interdiction-là à venir? Écoutez, pardon, Paul. J'écoute. Et j'attends votre réponse. Oui ou non? Bien, c'est parce que c'est pas oui ou non. Si le gouvernement du Québec veut passer une loi, la Ville de Montréal, on va s'y conformer. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les Montréalais, puis honnêtement, je pense même les Québécois, mais je vais me limiter aux Montréalais, sont bien plus préoccupés par le monde qui dorme dans la rue que le monde qui prie dans la rue. Vous avez raison. Moi, c'est ça. Et c'est pour ça que je vais continuer à mettre de l'emphase là-dessus. Donc, c'est un problème qui est amplifié, c'est ce que vous me dites? Bien, moi, je considère que le gouvernement du Québec doit regarder ce qui se passe dans les rues des villes, des municipalités. Puis présentement, c'est pas la prière l'enjeu, c'est les gens qui dorment dans la rue. Les problèmes, les problèmes de santé mentale des personnes toxicomanes. Qui amènent la sécurité à Montréal. Absolument. L'état du centre-ville, c'est inquiétant. Là. C'est de plus en plus inquiétant. C'est rendu grave, l'état du centre-ville. On a des chiffres, puis on doit toujours veiller sur le centre-ville, c'est évident. Puis le fait qu'on soit en train de le rénover, ça va être important, ça va en faire un des plus verts en Amérique du Nord. Ça, je suis très, très fière. Puis, ceci étant dit, oui, il y a beaucoup d'enjeux, entre autres sociaux, qui se passent dans le centre-ville. Et c'est pour ça qu'on doit, évidemment, on veut soutenir nos commerçants, on veut qu'ils fassent des bonnes affaires, on veut que les gens se sentent en sécurité. Vous les avez entendus, là, le cri du cœur il y a 2 semaines. Absolument. Michel Leblanc disait la même chose. Les compagnies veulent fuir le centre-ville de Montréal. Donc, quand on est allé chercher des centaines de nouveaux policiers, c'est pour, entre autres, s'assurer de cette sécurité-là. Aussi, travailler des services santé et services sociaux. On essaie d'amener le gouvernement à amener plus de services dans la rue parce qu'encore une fois, puis un toit au-dessus de la tête parce que si l'habitation, l'habitation, c'est comme la crise parfaite. Mais je le redis, en fait, pas je le redis, mais ce que je trouve intéressant, c'est que quand moi, je parle d'itinérance ou de santé mentale et tout ça, c'est pas juste la mairesse de Montréal. Hein. Vous l'avez vu dans les grands débats qui se sont passés dans les dernières années, ce sont toutes les villes des municipalités. L'itinérance, c'est Bruno Marchand à Québec qui l'a porté. Le pacte vert, c'est l'ensemble des municipalités qui disaient au gouvernement, aidez-nous à mieux adapter nos territoires. Et les logements, c'est des enjeux. L'habitation, c'est Pierre Poilievre qui vous a apostrophé, qui vous a traité d'incompétente. Comment vous avez accueilli ça? Oh, bien écoutez, moi, ça m'a pas excité le poil des jambes. Non, pas du tout. Parce que c'est une stratégie. Puis je pense que on n'apprendra pas à une vieille singe à faire des grimaces. Je veux dire, pour moi, c'était un plan pour que je réagisse et pour nourrir la base du Parti conservateur. Ben oui. Alors moi, je pense que j'ai toujours essayé dans mes 2 mandats, en tout cas, de m'élever au-dessus de ça. Moi, la démocratie, c'est important, mais ça doit se faire avec du respect. Et je pense que les Canadiennes ont envoyé un signal très, très clair à M. Poilievre. Le manque de respect? Il a manqué de respect, à votre avis? Oui. Mais j'allais pas lui embarquer dans le ring pour faire plaisir à M. Poilievre. Pourtant, vous êtes une battante. Oui, mais ça, c'est pas intéressant, c'est pas un opposant, c'est pas... Je n'ai aucun... moi, je vais défendre des causes. Je ne vais pas répondre à de la provocation électoraliste. Électoraliste. Oui, merci. Le Mont-Royal. Oui.
Il y a quelque chose que je comprends pas. Allez-y. Vous êtes, vous dites à l'écoute des Montréalais, de vos électeurs, des habitants de Montréal. L'Office de consultation de Montréal, qui coûte assez cher, merci aux contribuables, Oui. a écouté les Montréalais. Oui. Et la conclusion était claire, simple. Les Montréalais, francophones surtout, ne voulaient pas perdre leur accès auto au Mont-Royal, Camillien-Houde. Vous n'avez pas écouté les Montréalais, vous n'avez pas écouté l'Office de consultation, vous êtes allé de l'avant quand même. Je comprends pas, Mme Plante. Je comprends pas. Bien, écoutez, en fait, là, il y a les deux premières recommandations. La première, c'est garder l'accès aux voitures et la deuxième, c'est de sécuriser tous les modes de déplacement. Alors, moi, c'est ça mon problème, c'est comment, pour que tout le monde soit en sécurité, qu'est-ce qu'on fait, surtout quand Camillien-Houde est très étroit, qu'il y a un enjeu. Puis ça, c'est un problème qui arrive souvent avec l'Office de consultation publique, c'est qu'il n'y a pas d'ingénieurs ni rien. Puis c'est correct, je respecte leur travail, mais on va avoir un enjeu avec le col du Mont-Royal. Mais écoutez, les Montréalais les Montréalais francophones perdent leur accès auto au Mont-Royal, et pas les anglophones. Il y a un problème, les Montréalais ne veulent pas entendre ça. Oui. Vous dites, vous consultez, mais quand ça ne fait pas votre affaire, vous n'écoutez pas. Ah, mais écoutez, l'Office de consultation publique donne un rapport puis donne des recommandations. Oui, mais c'est ça que ça sert. Oui, mais en même temps, c'est toujours comme ça. Après ça, le pouvoir exécutif, c'est moi qui est là. Et moi, j'ai pris une décision. Puis vous savez pourquoi je l'ai prise, vous ne pas consulter, puis fermer l'Office? Non, parce que je ne suis pas d'accord avec vous, M. Larocque, parce qu'encore une fois, là, c'est correct que vous focussiez sur la recommandation numéro 1. Mais il y en avait 20. Non, mais c'est la numéro 1. Il y en a 20. Oui, mais c'est la principale, c'est l'accès au Mont-Royal. Ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que ce travail-là est important. Moi, comme décideur, c'est pour ça qu'on m'a élu, comme décideur, je prends des rapports de recommandations faits par des consultations SWAT. Puis après ça, moi, je regarde comment je fais pour... Comment je fais pour préserver la montagne, qui est à pleine capacité. Les gens y vont. Elle est sous pression, la montagne. Là. Il y a de plus en plus de Montréalais qui vont, puis tant mieux. Mais à un moment donné, moi, ce que je veux, c'est agrandir le parc. Puis les gens m'ont dit clairement, pendant mon premier et mon deuxième mandat, que ma volonté de verdir, de léguer des parcs, de pouvoir au prochain Montréalais, c'est important. Donc, je comprends qu'il y ait des gens... Donc, OK, je comprends. Je vous écoute, là, je vous entends, en fait. mais votre successeur, M. Rabouin, a décidé de reporter ça. C'est un désaveu poli. Non, au contraire. Moi, je trouve que non, mais peut-être qu'il était trop gêné pour vous dire, moi, je scrape ça, ce projet-là, puis on reporte ça. C'est une vieille tactique, on met ça sur la tablette, là. Monsieur Rabouin, il a décidé, lui, qu'il allait le reporter parce qu'en ce moment, les priorités financières sont différentes. Il veut, entre autres, pouvoir les mettre sur l'habitation. Moi, je trouve que c'est très bien. C'est très bien qu'un nouveau chef s'approprie un dossier. Puis je vais vous dire une chose. J'aimerais ça que les gens le remarquent, surtout qu'à Projet Montréal, pour nous, on n'est pas dogmatique. Si on a des décisions qui sont prises puis qu'après ça, il faut s'adapter, de la même façon que tout à l'heure, je vous ai dit, moi, j'avais un calendrier de chantier. Les gens m'ont dit, Madame la mairesse, pendant la COVID, on peut-tu baisser les chantiers? J'en ai reporté certains. On a décidé de ne pas augmenter les taxes pendant la COVID. Est-ce que c'était prévu dans mon plan? Non. Alors, un décideur et un chef doit suivre des valeurs, et ça, c'est Projet Montréal. Les gens savent à quoi s'attendre avec nous. Le nouveau chef a décidé... Ils peuvent s'adapter en fonction de la lecture qu'ils font du contexte actuel. Allô, vous ennuyez de la politique? Ça... Probablement. Oui, hein? Ah ouais. Mais dites-moi... Oui, probablement, mais pas tout de suite. C'est fini, la politique. Non, mais c'est pour ça que je le sais pas. On ne sait jamais? Bien, si je remarque qu'il semble y avoir comme souvent un appel à un retour. On voit beaucoup de politiciens qui ont quitté puis qui reviennent. Alors, je dirais pas jamais parce qu'on ne sait jamais, justement. Ah ouais, hein? Mais ce n'est pas pour moi dans les cartons, dans un avenir proche, rapproché. Pas du tout. Pour paraphraser quelqu'un que vous connaissez, on verra. C'est qui disait ça, donc? Ah, il est premier ministre du Québec, là. Il disait ça, on verra. Il disait ça, on verra. C'est ce que vous dites. Non, moi, je dirais pas on verra. Je dirais plutôt... Peut-être. Oh, peut-être, mais... Après une petite pause, et puis une longue pause. Politique québécoise ou fédérale qui vous intéressait le plus? Mais justement, c'est ça l'affaire. Je peux même pas vous répondre là-dessus parce que ce n'est pas du tout dans mon champ de vision. Pour l'instant, moi, ce que j'ai envie, c'est une pause. Mais je pense vraiment qu'il y a différentes façons de changer le monde parce que je vais pas... Je suis une fille pleine de projets, pleine d'énergie, j'ai besoin d'une cause, j'ai besoin de... Alors, ça va rester. Mais je ne pense pas que la politique soit le seul et unique moyen de pouvoir le faire. À suivre. Suivre. Avez-vous décidé ce que vous ferez? Non. Non, une pause. Vraiment une belle pause. J'ai vraiment hâte de
de m'asseoir le matin, de lire le journal sans me dire, OK, tu sais, je saute dans l'arène, parce que c'est comme ça, une mairesse, nécessairement, là, d'une grande ville comme Montréal. On est toujours, on travaille tout le temps, où on est toujours, comment dire, dans cet état d'esprit-là. Puis j'ai hâte de digérer ces 8 belles années qui n'ont pas été faciles. Il y a eu beaucoup de vent. Comme je le rappelle, là, des fois, j'ai vécu la pandémie quand même. J'ai mené les Montréalais à travers la pandémie. On a comme oublié ça. Hein, je pense qu'on veut l'oublier. Oui, exactement. Parce que c'était douloureux. Mais donc, ce que je veux dire, vous n'avez pas décidé encore ce que vous ferez. Non. Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce que vous avez le goût de faire? Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Je le sais pas, M. Larocque. Il y a tellement de choses, parce que évidemment qu'il y a je reçois des messages, puis comme pour l'instant, je repousse. Comme on ira prendre un café plus tard. On ira prendre... On verra. On verra. Vraiment... on vient ou on verra. Ah ouais. Mais je pense que, ultimement, la Valérie d'il y a 8 ans, je pense que je suis restée la même, mais il y a tellement de choses qu'elle a vécues que j'ai hâte de voir, après une pause, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait vibrer autant que la politique me fait vibrer? Qui est une drogue dure, vous savez ça. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Merci, Mme Plante. Merci beaucoup, M. Larocque.